L'après-midi baignait la rue d'un quartier modeste d'une lumière chaude qui collait aux murs. L'odeur du pain frais et du savon lavant les draps se mêlait au souffle humide venu du canal. On entendait des oiseaux, le martèlement lointain d'une usine, le frottement d'une poussette sur le trottoir et la voix grave de la radio d'un café qui parlait d'un mariage de célébrité. Élise tenait un panier de légumes contre sa hanche, ses doigts encore tachés de terre, et chaque pas mesurait la fatigue d'une journée, mais aussi une attention presque religieuse aux petites choses. Elle ajusta une tomate qui roulait, riait pour un chat affalé, essuyait la sueur de son front d'un revers de main. En passant devant le portail d'une grande propriété, elle aperçut une femme en tailleur qui observait l'horizon depuis une terrasse de pierre, une silhouette impeccable, cheveux relevés, bijoux discrets qui captaient la lumière comme de petits textes. Un camion freina, des enfants crièrent, et puis un cri différent interrompit le flux quotidien. Quelqu'un s'était effondré près du portail, une vieille dame aux habits usés, un sac d'épicerie renversé, et sans hésiter, Élise déposa son panier, courut, prit la main raide, ramassa des boîtes envolées, sentit sous ses doigts la faiblesse d'une peau qui avait connu d'autres hivers. La vieille femme sourit comme si on venait de rendre le monde à sa place et murmura à la jeune femme « Qui prend soin des autres quand le monde a oublié comment ?» Ce geste simple fut aperçu par la femme à la terrasse, Claire de Valmont, qui inclina la tête comme on note un détail stylistique et prit une décision qui résonnerait comme un plan. Cette rencontre fut, pour Élise, seulement une petite parenthèse d'humanité. Pour Claire, c'était la place qu'il manquait à un échiquier familial déjà très étudié. Qui aurait cru que le contact d'une paume tiède et d'une voix reconnaissante serait le point de départ d'un engrenage où le destin, le secret, la maternité et l'honneur seraient mis en jeu? Demain même, un appel l'inviterait à franchir le grand portail et à accepter un improbable café dans une salle de marbre, un geste qui aurait l'air d'un bienfait mais qui portait la signature d'une stratégie mûrie pendant des années. Élise était simple, altruiste, fatiguée, avec des yeux qui portaient la mémoire de nuits vides. Antoine, son futur antagoniste adouci, était un héritier aux mains agiles, mais au regard souvent las, héritier d'une fortune que sa mère tenait à conduire vers un avenir précis. Les odeurs, les textures, les sons et les lumières allaient bientôt changer de gamme autour d'elle et la promesse silencieuse de Claire fit vibrer comme un instrument accordé l'idée qu'un enfant pouvait réparer des institutions plus sûrement qu'un avocat. Élise avait grandi dans une maison de 2 pièces au bord du canal, au milieu d'odeurs de soupe et de farine, avec une mère qui avait enseigné le courage plus que la rancune. Enfant, elle conservait les petites pièces trouvées sous les coussins, les transformait en histoire et en promesses pour ses frères. À l'école, elle retenait plus les regards que les leçons et travaillait dès l'adolescence pour payer l'électricité et les médicaments quand la santé de sa mère était fragile. Sa formation fut une succession de petits emplois, aide dans une cantine, vendeuse au marché, aide à domicile pour les personnes âgées, métier où elle apprenait l'art de tendre la main, d'écouter, de reconnaître dans une morsure de pain un repas complet pour une famille. La perte la marqua profondément. Son frère cadet fut emporté par un accident de vélo un soir de pluie, et le chagrin devint pour elle une discipline de survie. Elle habitait encore la même rue, aidait sa voisine Juliette avec les courses, gardait parfois l'enfant du 3e étage et se dépensait comme si la générosité repoussait les mauvais jours. Son présent était fait d'une dignité sans arrogance, d'une colère retenue contre la pauvreté, mais jamais contre les personnes. Ces bribes d'enfance expliquaient sa manière d'être maintenant, de tendre la main et de ne rien accepter qui ressemble à de la pitié. Antoine de Valmont avait grandi dans des hôtels 5 étoiles et sur des pistes d'aéroport. Il connaissait le goût des salons feutrés, des discours sur le plastique recyclé et des réunions où l'on mesurait plus les silences que les stratégies. Enfant unique, il apprit très tôt que l'amour familial pouvait s'acheter en cadeaux et s'échanger contre le respect, mais qu'une absence de contact pouvait creuser plus fort que la meilleure des fortunes. Ses études en finance et en droit l'avaient rendu précis, parfois froid, mais aussi capable d'une bonté ponctuelle qui surprenait ses proches. Il lisait des romans de province sans jamais les avouer et gardait des souvenirs d'une institutrice qui lui donnait un livre usé, un geste qui l'avait ému sincèrement. Sa relation avec sa mère, Claire, était faite d'admiration et d'une crainte soigneusement entretenue, d'une gratitude mêlée à la peur d'être manipulé. Il portait la responsabilité d'une entreprise familiale, savait calculer des risques, mais ignorait parfois la mesure du cœur.
Ces éléments de biographie expliquaient pourquoi il hésita, pourquoi il se trouva déchiré au moment de choisir entre loyauté familiale et voie intérieure. La proposition arriva sous la forme d'une rencontre protocolaire. Un message sur un petit papier laissé à la porte de la vieille dame, la promesse d'un déjeuner et un chauffeur qui attendit Élise au coin de la rue. Lorsque la porte de la maison de marbre s'ouvrit, le contraste frappa tous les sens. Un air conditionné qui sentait le citron, des nappes qui bruissaient, le parquet lisse qui renvoyait le pas, la musique feutrée d'un quartet, la lumière coulant comme du miel sur des tapis. Claire accueillit Élise avec une chaleur calculée, ses doigts tièdes serrant les poignets de la jeune femme comme pour scanner sa sincérité. « Je veux vous offrir un travail de femme de confiance, un poste stable, du pain sur la table », dit Claire d'une voix caressante. Élise sentit le velours, la chaîne lente d'une promesse et les yeux de Juliette à la fenêtre qui la regardaient partir. Lors du premier dîner dans la grande salle où des peintures anciennes veillaient, Antoine apparut, silhouette moins sévère que l'on aurait imaginé, puis la conversation se déroula comme une pièce montée. Questions polies, verre de vin, gestes précis, et peu à peu, Claire orienta le flot vers une idée soigneusement préparée. « Nos valeurs sont fragiles, dit-elle, posant sur la table une main quasi maternelle. Antoine a besoin d'un héritier pour assurer la continuité du nom, et nous voudrions que ce soit une naissance aimée et non seulement une signature sur un testament. » Les mots étaient choisis pour sonner comme une fatalité d'os. Élise sentit un vertige, un mélange d'honneur et de honte, car l'idée d'aider quelqu'un lui évoquait d'abord la bonté. Un murmure parcourut la pièce, des regards se croisèrent, et l'on comprit peu à peu que le travail proposé n'était pas seulement un emploi, mais la mise en scène d'un plan qui cherchait à contrôler le destin. Le dîner fut une chambre d'écho sensorielle, le parfum des champignons, la texture soyeuse d'une sauce, le crissement d'une assiette, la chaleur d'une flamme vacillante d'une bougie, la froideur du marbre sous la main posée sur la table, la voix lisse de Claire. Le discours de séduction prit un tour différent quand Claire offrit à Élise un appartement à l'étage et une promesse d'avenir pour ses frères, à condition que la jeune femme devienne proche d'Antoine, de lui offrir une intimité supervisée et, si possible, une grossesse conçue sous des auspices favorables. La scène se déroula en plusieurs étapes, chacune marquée par des échanges verbaux qui montaillaient l'émotion. Dialogue de la scène principale du dîner, échanges multiples. « Pourquoi moi ?» demanda Élise la voix tremblante. « Parce que vous êtes sincère » répondit Claire en souriant. « Je ne suis pas à vendre » dit Élise. « Nous ne demandons pas à vendre votre âme » précisa Claire. « Nous demandons un don » ajouta Antoine avec hésitation. « Un don ne devrait pas être acheté » répliqua Élise. « Nous n'offrons pas d'argent seulement, nous offrons sécurité pour ta famille » dit Claire. « Et la sécurité va-t-elle avec la dignité » demanda Élise. « Nous le croyons » répondit Antoine. « Et si je refuse » dit Élise sèchement. « Alors nous trouverons une autre solution » dit Claire sans colère. « Je ne veux pas être un instrument » murmura Élise. « Vous serez traité avec respect » promit Antoine. « L'homme qui accepte de tendre la main doit aussi accepter la dette morale » conclut Claire. Ces 12 échanges compressèrent en eux la tension du pouvoir, la fragilité et la tentation. Chaque réplique accompagnait du bruit des couverts, du frisson d'une porte fermée, du parfum du jasmin dans le couloir, de la brillance d'un bijou, du souffle d'un serveur qui se tenait à l'ombre. Élise accepta finalement, tiraillée entre la peur de perdre ses proches et l'instinct de ne pas trahir sa dignité. Ce fut le début d'une mécanique où l'affection serait mesurée, calibrée et où la maternité serait instrumentalisée comme opération stratégique. La nuit suivante apporta le doute et la confusion. Élise dormit mal, rêvant d'un berceau fait de factures, d'un visage d'enfant qui ressemblait à un logo, d'une mer noire de votes. Antoine se retira en lui-même, se sentait utilisé, mais aussi bizarrement investi d'une responsabilité qui lui échappait. Claire, maître d'une stratégie aussi ancienne que la dynastie, surveillait chaque mouvement de ses pièces comme une horlogère. Elle savait combien une naissance pouvait lisser un scandale, renforcer une image, arrêter des procès. Les jours suivants, Élise prit son poste, fut présentée aux domestiques, à Juliette qui buvait du thé dans la cuisine, à Lucien le jardinier, à Rosa la gouvernante, à Docteur Bernard le médecin de famille, à Maxime le journaliste local invité une fois pour un reportage, et à Édouard l'avocat qui rédigea les clauses discrètes. Chacun avait un rôle précis. Juliette préparait les chambres, Lucien choisissait les fleurs que Claire préférait, Rosa observait, soulignant parfois les gestes d'Élise d'un mot moralisateur ou d'une caresse.
La maison bruissait d'activité, le parquet renvoyait des pas, les moteurs lointains vibraient, le parfum d'encens était allumé dans un coin pour masquer les odeurs du service. Élise se sentait accolée à une élégance qui lui était étrangère, apprenait à tenir une tasse sans la trembler, à parler peu, à sourire en silence, à faire semblant d'apprécier la musique quand elle aurait préféré entendre la radio du canal. La ruse de Claire contenait cependant un trou. Elle ne prévoyait pas la nature du lien qui naîtrait entre Élise et Antoine. Les longues promenades dans des jardins privés, les conversations tardives au balcon sur les toits, les heures où Antoine avoua ses peurs et où Élise parla de sa mère malade et de son frère malade et de son frère disparu, tout cela fit naître un attachement sincère. Ils découvrèrent des goûts communs, il aimait les cafés fort noirs, elle aimait l'odeur des pains brûlés du marché, il lisait des poètes, elle récitait des proverbes appris à la table familiale. Leur intimité se construisit en micro-gestes, une main qui se pose pour aider à franchir un pas, un manteau prêté un soir de pluie, un sourire qui resta plus longtemps que prévu. Les scènes se chargèrent de ces instants. Le goût du café partagé, la chaleur d'un pull, la douceur d'une voix qui raconte, l'écho des pas sur l'escalier, l'odeur du savon familial quand ils se lavèrent les mains côte à côte, la lumière de l'aube sur un bureau. Pourtant, Claire observait, calculait, prêtait attention au calendrier des naissances et aux positions des médias. Elle confia à Édouard un document secret qui définissait comment la naissance serait annoncée, comment les donations seraient organisées et qui bénéficierait des actions si nécessaire. Entre tendresse et instrument, la vérité commença à se fragiliser. Un soir, lors d'une fête intime que Claire avait organisée pour célébrer un contrat, la séduction prit un autre visage. Un dessert exquis, une musique plus basse et le regard d'Antoine qui cherchait une permission. Là encore, la scène se déroula en dialogue court et pressant, échanges serrés qui transformèrent la séduction en mise à l'épreuve. « Tu crois que ta mère ne voit rien ?» demanda Élise. « Elle voit tout et décide » répondit Antoine. « Et toi, dit Élise, qu'est-ce que tu veux vraiment ?»« Je veux être libre de choisir, dit-il. »« Tu peux choisir de partir, dit-elle. »« Je ne sais pas partir d'ici, avoua Antoine. »« Et moi, je ne sais pas rester si je trahis ce que je suis, dit Élise. »« Alors que devient la vérité ?» murmura Antoine. « La vérité devient ce que nous sommes prêts à défendre, répondit Élise. « Et si elle exige un sacrifice ? demanda Antoine. « Nous verrons alors si le sacrifice porte un nom, dit Élise. »« Je ne veux pas que tu souffres, dit Antoine. « Je ne veux pas non plus être un prix, dit Élise. » Ces mots furent ponctués du cliquetis d'une cuillère, du parfum du caramel, du souffle chaud d'un serveur qui passait, de la soie d'une robe qui caressait les jambes, du bruissement d'un papier qui tombait au sol. La nuit se termina sur une ambivalence douce amère. Ils s'attiraient, se perdirent et se retrouvèrent en même temps, tissant une intimité qui devint rapidement plus réelle que le plan de Claire. Le moment de tension majeure éclata quand Élise découvrit, par hasard, un dossier dans le bureau d'Antoine contenant des contrats et des plans financiers, mais aussi des échanges entre Claire et Édouard sur la nécessité d'une grossesse pour stabiliser l'Empire. Sa douleur fut violente, elle se sentit utilisée et trahie, comme si sa bonté avait été calculée. Elle confronta Antoine. Les échanges furent bruyants, les mots claquèrent, la vérité sortit en morceaux. Dialogue intense. « Tu as écrit cela ?» dit Élise. « Je ne voulais pas que tu le lises, répondit Antoine. « Comment peux-tu me demander d'être complice ?» dit Élise. « Parce que je t'aime, dit Antoine. « L'amour sert-il d'alibi ?» demanda Élise. « Non, mais il change les choses, avoua Antoine. »« Pour qui changer ?» cria Élise. « Pour nous, dit-il. « Ou pour ta mère ?» rétorqua-t-elle. « Je dois décider, souffla Antoine. « Décide en mon nom, dit Élise. »« Je ne peux pas, répondit Antoine. »« Alors je partirai, conclut Élise. » L'intonation, le froid de la pièce, l'odeur de papier, la lumière crue de la lampe, l'écho de leurs pas, la texture du fauteuil furent comme un tribunal pour leur relation. La décision semblait irrévocable, et la détresse d'Élise la poussa à s'éloigner, à se poser devant les canaux et à sentir l'humidité lui monter aux joues. Un diagnostic médical intervint ensuite et compliqua encore plus les choses. Élise découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut d'abord un vertige, puis une peur. Qui était le père? Que signifiait cette vie au milieu d'un jeu de pouvoir? Et surtout, comment annoncer la nouvelle à une mère qui avait imaginé la conception comme une pièce de théâtre contrôlée?
Elle fit un test de grossesse, puis prit un rendez-vous avec Dr Bernard, médecin de la famille, qui confirma la grossesse et proposa un suivi. Description technique du processus de diagnostic et de paternité en termes crédibles. Un test sanguin initial fut effectué pour confirmer l'antigène chorionique humain, suivi d'une échographie de datation entre la 6e et la 10e semaine pour estimer l'âge gestationnel, puis un prélèvement ultérieur en cas de doute pour une analyse ADN postnatale, procédure standard avec des délais administratifs et un protocole de conservation de l'échantillon. Le cabinet nota les résultats dans un registre électronique protégé et proposa des consultations hebdomadaires pour surveiller la santé maternelle et fœtale. Le poids de la décision augmenta. Annoncer, garder le secret, partir, accepter la pression. Élise se sentit isolée et la communauté du quartier, nommément Juliette, Rosa, Lucien, Maxime, Juliette la voisine, entra dans la boucle en offrant soutien, conseil et parfois jugement. Les rumeurs commencèrent à circuler. Des témoins virent Élise entrer à la maison de Claire, d'autres la virent repartir plus tard, et Maxime, le journaliste, nota des détails qui semblaient anodins. Moment de tension développé. La première confrontation publique se produisit lors d'un dîner familial où Claire annonça une fête pour célébrer l'avenir et où Élise décida de parler. La salle devint un tribunal, les chuchotements comme des poignards. Élise prit la parole, expliqua sa vérité, et la mère de famille riposta par une humiliation calculée, évoquant un projet plus vaste et brandissant des billets comme preuve de générosité. Le dialogue fut bref et tranchant. « Vous avez utilisé notre confiance, dit Élise, la voix serrée. Je vous ai offert un avenir, dit Claire. Un avenir ne s'impose pas, riposta Élise. Vous ne comprenez pas l'héritage, hurla Claire. L'héritage n'est pas un bébé, dit Élise. Les larmes et la colère transformèrent la salle en champ de bataille morale, et la communauté observa. Ces moments durèrent, chaque parole pesée, chaque regard enregistré par des téléphones qui deviendront des preuves ou des élages. Jugement. La révélation publique survint quand Maxime publie un article qui déforma les intentions et transforma la fraternité en spectacle. Les médias massifs parlèrent d'une transaction, de maternité achetée, d'un plan machiavélique. La réputation de la maison vacilla. Antoine fit alors un choix convaincant. Il se présenta devant des caméras et déclara qu'il était prêt à assumer ses responsabilités et à reconnaître l'enfant, que la paternité n'était pas une marchandise. Les mots furent simples mais puissants. « Je suis responsable. L'enfant aura un nom. » La réaction fut immédiate. Claire blêmit. Ses plans furent bouleversés car son contrôle avait la forme d'une toile d'araignée fragile. Des amis de la famille prirent position, certains restèrent à l'écart, d'autres comme Édouard l'avocat et Rosa la gouvernante furent surpris de se ranger du côté d'Antoine. La pression sociale et financière changea de direction. Maintenant, c'était Antoine qui décidait publiquement de protéger Élise et l'enfant, et non Claire qui dirigeait dans l'ombre. La scène de réconciliation incipiente se déroula sous la pluie, dans un petit parc que fréquentait Élise avec son frère disparu en souvenir. Les dialogues furent nombreux et tendus, un filage d'émotions où chacun avoua ses peurs. Échange approfondi. « Pourquoi as-tu dit oui au départ ?» demanda Antoine. « Je pensais aider ma famille, dit Élise. Je pensais que tu pouvais partir, dit Antoine. Je ne voulais pas prendre ta liberté, murmura Élise. Je ne veux pas te perdre, dit Antoine. Je ne veux pas être un instrument, répéta Élise. Nous allons construire autre chose, dit Antoine. Comment te croire, demanda Élise. Par des actes, répondit-il. Et si ta mère s'oppose, dit Élise. Elle n'est pas ma loi, conclut Antoine. La pluie lavait les épaules, le goût de la terre monta, l'odeur de benzène d'une route voisine se mêla au parfum des feuilles, la sensation de la pluie sur la peau fit cesser momentanément la honte, comme si la nature avalait les mensonges. Ils convinrent d'un plan, vivre à moitié vérité dans le début, protéger la grossesse, organiser des soutiens financiers pour la famille d'Élise sans qu'il y ait transaction directe qui humilierait la jeune femme, et parler à la presse quand la sécurité serait assurée. Ce fut un pas vers la rédemption, fragile mais réel. Les moments de tension atteignirent aussi un paroxysme juridique quand Claire menaça de privatisation totale des biens et de retirer les fonds indispensables aux projets sociaux que Antoine soutenait. Des réunions avec Édouard l'avocat eurent lieu, des contrats furent réécrits et Antoine demanda que certaines clauses soient anonymisées. La lutte s'infita entre paperasserie et cœur, entre clause et sang. L'enjeu n'était plus seulement un bébé, mais le pouvoir symbolique de décider qui pouvait transmettre un nom. Des listes de témoins furent dressées, des testaments modifiés, et la maison devint une forteresse d'émotions. Et de documents.
Durant ces semaines, Élise fit preuve de résilience, reçut l'aide de Juliette, de Rosa et de Lucien, qui organisèrent des courses, des gardes d'enfants et des moments de calme. La communauté, enfin, joua son rôle, et des voisins comme Martine, Hassan, Léa et Omar prirent la défense morale d'Élise dans des micro-conversations publiques qui eurent leur petit écho dans les réseaux. La naissance arriva sous un ciel clair, après une nuit de contraction et d'attente. La salle d'accouchement portait l'odeur d'un désinfectant. La lumière était douce, les mains de Dr Bernard furent fermes et expertes. Juliette tenait la main d'Élise. Antoine resta à côté. Les couleurs et sons se transformèrent en un espace hors du temps. La première respiration du bébé fut comme une déclaration publique et intime à la fois, une réalité qui surpassa les plans et les stratégies. Claire se trouva face à un fait accompli. Un petit être respirait, et la mère biologique tenait l'enfant contre sa poitrine, une image qui commença à déconstruire des calculs antérieurs. Le regard de Claire changea lentement, d'abord foudroyé, puis vulnérable. La puissance se mua en regret, puis en une tentative maladroite d'affection. Le foyer se transforma alors. Des voix qui semblaient autrefois orchestrées découvrirent la fragilité de la tendresse. Épilogue. En 1 mois, 3 mois, 6 mois, données concrètes et changements. 1 mois après la naissance, la petite famille s'était installée dans un appartement plus simple que la villa, un compromis voulu par Antoine pour protéger l'intimité. Élise allait aux rendez-vous médicaux avec le soutien d'un planning parental auquel Juliette l'avait inscrite, et Antoine avait mis sur pied une bourse d'études au quartier où sa mère avait autrefois financé des projets sans en parler. La communauté célébra la naissance avec une petite fête où Juliette, Lucien, Rosa, Martine et Hassan furent invités et reconnus comme famille étendue. Le geste le plus visible fut la signature publique d'un engagement d'Antoine en faveur d'un centre d'aide à la parentalité, un acte concret qui transforma une controverse en une obligation sociale assumée. Les réseaux continuèrent à commenter, mais la perception s'adoucit en voyant l'enfant grandir loin des paillettes. 3 mois plus tard, Claire apporta une lettre d'excuse publique, l'écrivit avec des mots hésitants, mais y associa des actes. Elle fit des donations transparentes, ouvrit une fondation pour les mères isolées et accepta de rencontrer chaque bénéficiaire sans condition. La transformation ne fut pas instantanée. Certains restèrent sceptiques, mais beaucoup reconnurent la sincérité du changement. Antoine et Élise, maintenant parents, organisaient des sorties régulières au marché où Élise avait toujours travaillé, gardant vivant le lien avec les origines. Les conflits juridiques se réglèrent par des accords confidentiels qui garantissaient des protections pour l'enfant et un partage de pouvoir plus égalitaire au sein de l'entreprise familiale. 6 mois plus tard, la maison de marbre avait commencé une métamorphose visible. Plusieurs salles furent transformées en ateliers pour l'insertion des jeunes. La fondation finança des stages, et la famille organisait désormais des rencontres publiques pour parler de parentalité, dignité et responsabilité. Claire, marquée par la maternité retrouvée et par la honte d'avoir tenté de manipuler, accepta une rééducation publique sur la bienveillance, visita des centres d'aide et, surtout, commença à apprendre que la loyauté ne se commande pas. La phrase qui resta fut simple. Le destin peut être orienté, mais il ne se réclame pas à force de calcul. Il renaît à partir d'actes et de choix. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour rappeler que la dignité existe partout et que la rédemption demande du temps.